Bien gérée en conception, l'étanchéité à l'air devient un enjeu de tous les jours pour tous les intervenants une fois la phase chantier engagée. Cette réalité se décline en 2 étapes. La construction de l'enveloppe étanche, puis la restitution de l'étanchéité après chaque percement. Les secondes œuvres où on les sensibilise, puisque là, dans ce bâtiment-là, on a fait l'étanchéité des combles et on a fait l'isolation avec de la ouate de cellulose. Et là, c'est l'entreprise qui l'a faite, donc on est sensible à... Et on fait attention à ce que les autres corps d'État ne viennent pas la percer, quoi. Le respect des détails établis en conception est essentiel par l'ensemble des corps de métier. Le gros œuvre, le charpentier, le couvreur, le menuisier. Dans un second temps, d'autres corps de métier, l'électricien, le chauffagiste, l'installateur sanitaire et de ventilation doivent veiller à percer à bon escient, au bon endroit, à la juste nécessité, puis redonner son intégrité à la structure d'étanchéité. Sur l'étanchéité, les gens savent que chaque fois qu'ils percent, ils doivent rendre étanche le trou qu'ils ont percé, et ce qui a été percé, la gaine qui a été percée, doit aussi être étanche. Donc voilà, c'est pas particulièrement compliqué, c'est pas astreignant, c'est juste un changement d'habitude dans la façon de travailler. Un résultat final parfait impose aussi un comportement adapté de chacun sur le chantier, soigneux et précautionneux. Un incident peut bien sûr arriver, mais sa correction est impérative. Chantier propre, support bien préparé, travail soigné, dégâts corrigés, outillage spécifique et formation adaptée sont les garants d'une étanchéité à l'air réussie. Dans les séquences suivantes, chaque corps de métier trouvera des éléments précis concernant sa pratique. C'est vraiment un défi qui est lancé aux entreprises d'aujourd'hui, cette mise en œuvre de l'étanchéité à l'air. Tout le monde doit se sentir concerné. Il faut à un moment aussi former tous les autres intervenants pour leur donner les bonnes méthodes, les bons modes opératoires, les bons produits et la notion justement de performance à atteindre. La complémentarité entre isolation et étanchéité prend tout son sens lors de la réalisation de l'enveloppe. Une idée fortement ancrée dans les esprits concerne les matériaux employés pour la construction. Nous pensons naturellement que ces éléments sont parfaitement étanches et que si l'air parvient à traverser les cloisons, cela ne peut se faire qu'au niveau des joints d'assemblage ou de dilatation. Or, à l'exception du béton banché, qu'il s'agisse de briques, de blocs béton creux ou de béton cellulaire, tous ces matériaux sont poreux et laissent passer l'air à travers leur structure ou leur liaison. Lors du test d'étanchéité à l'air, on s'est rendu compte que de l'air passait dans la terre, sous les fondations, ce qui n'était pas du tout appréhendable sur un bâtiment classique. Et on a dû régler ce problème, bien évidemment, en rendant étanche la liaison entre la dalle et les murs. L'application seule d'un isolant contre une structure en bloc maçonné ne rend pas la paroi étanche, même s'il est posé sans discontinuité. Un isolant ne peut remplir sa fonction de résistance thermique que s'il est disposé dans un milieu étanche. Parcouru par un flux d'air, sa capacité isolante diminue. Le béton banché est un matériau étanche à l'air. Toute l'épaisseur de la paroi constitue donc le plan d'étanchéité à l'air. Les précautions à prendre sont reboucher les trous de banche, traiter les joints de dilatation, et dans le cas de murs béton préfabriqués, chaque jonction entre panneaux doit être étanchée après leur mise en œuvre. D'autre part, le béton est souvent le support d'autres produits, des colles ou des adhésifs. Sa mise en œuvre soignée est donc primordiale et une réception des supports est nécessaire. Les éléments de maçonnerie en bloc, parpaing, briques, béton cellulaire, monomure, etc. ne constituent pas à eux seuls une paroi suffisamment étanche à l'air. Un système d'étanchéité à l'air complémentaire doit donc être mis en œuvre par l'emploi d'un enduit ou d'une membrane par vapeur. L'enduit est à réaliser de préférence à l'intérieur afin de simplifier les raccords. On veillera à ce qu'il ne soit pas fissuré et on enduira également les éléments tels que les conduits de fumée. Une variante à l'application d'un enduit est de positionner une membrane d'étanchéité au contact de l'isolant ou entre deux couches croisées en créant un espace technique pour le passage des gaines.
Les différents laits devront être jointoyés de manière continue et raccordés aux supports tels que dalles béton ou menuiserie. C'est vachement intéressant à faire, hein. C'est très agréable. Bon, il faut plus de temps, ça c'est clair. Si on veut faire quelque chose de correct, il faut des gars qui soient assez minutieux aussi pour avoir une bonne étanchéité, hein. Tout comme en maçonnerie bloc, l'isolant seul entre montants d'ossature ne peut garantir l'étanchéité à l'air des parois extérieures. Une membrane uniquement agrafée, posée avec des plis ou jointoyée avec des produits non adaptés ne permet pas de réaliser une étanchéité à l'air continue. L'emploi de produits spécifiques est indispensable en prenant soin de vérifier leur compatibilité avec le support. Tout percement de la membrane, masqué ensuite par la pose du matériau de finition tel que la plaque de plâtre, sera source d'infiltration d'air, mise en évidence lors du test d'étanchéité à l'air s'il n'est pas corrigé. Pour les systèmes ossature légère, le plan d'étanchéité à l'air est couramment réalisé par l'emploi d'une membrane par vapeur ou frein vapeur, dissociée de l'isolant. Le rôle de ces membranes est double, empêcher le passage d'air à travers l'enveloppe, mais également gérer la migration de la vapeur d'eau. Le choix de la membrane doit se faire en fonction de l'hygrométrie des locaux et de la composition de la paroi. Ou encore par le positionnement d'un panneau de contreventement côté intérieur. D'autre part, une étanchéité au vent peut être assurée côté extérieur par le jointoiement du pare-pluie ou par l'écran de sous-toiture. Ici, on réalise une étanchéité à l'air par la pose d'une membrane, d'un frein vapeur lorsque le bâtiment est fini, lorsque les façades sont terminées. Cette membrane d'étanchéité à l'air est à l'abri à la fois des ultraviolets, puisqu'elle est protégée par tout ce qui vient en isolation thermique extérieure. Elle est à l'abri des atteintes mécaniques, hein, les risques de choc par l'extérieur. Elle est à l'abri des intempéries. Et vue de l'intérieur, elle est également à l'abri, puisqu'elle est quand même à un peu plus de 10 cm de la paroi finie des locaux de l'appartement. La membrane d'étanchéité à l'air peut être positionnée soit par agrafage sur les montants bois, soit à l'aide d'adhésifs double face sur les structures bois ou acier. Les recommandations courantes lors de la pose sont dérouler la plus grande longueur de membrane possible pour diminuer les raccords. On peut même utiliser des rouleaux de membrane de la hauteur d'un étage courant. Éviter les raccords en angle, toujours plus complexes à réaliser. Éviter de tendre la membrane dans les angles afin de limiter les risques de percement lors des interventions ultérieures, positionnement des rails métalliques ou tasseaux de bois pour pose de plaques de plâtre par exemple. Positionner la membrane en évitant la formation des plis. Les raccords entre laits, en plus de respecter les recouvrements horizontaux et verticaux réglementaires, seront effectués à l'aide de bandes adhésives adaptées. De largeur standard en 60 mm, ces bandes se déclinent en 150 mm ou plus pour des utilisations spécifiques comme le calfeutrement des trous de soufflage de la cellulose. Le support doit être non poussiéreux, non gras et sec. J'enlève la bande de protection, j'aligne mon scotch, je maroufle correctement, faut pas hésiter. Des grandes longueurs, en marouflant. Lorsque les panneaux de contreventement sont placés côté intérieur de la paroi, ils peuvent constituer le plan d'étanchéité à l'air. On viendra également jointoyer chaque panneau avec une bande adhésive adaptée en prenant soin de bien la maroufler. La membrane ou le panneau étanche à l'air utilisé en paroi est à liaisonner avec les éléments en béton tels que plancher bas, dalles ou encore murs de refend. Les adhésifs utilisés pour jointoyer les laits de membrane n'offrent pas une adhérence suffisante sur les supports minéraux. L'emploi d'un primaire ou après d'accroche est alors nécessaire. Il se présente sous la forme d'un liquide à appliquer au pinceau ou encore de spray à vaporiser sur la surface. Il est fortement recommandé d'utiliser le primaire et la bande adhésive du même fabricant. D'autres produits de collage spécifiques pour l'étanchéité à l'air existent, cordon de mastic, colle élastique, présentés sous forme de cartouches.
Bien que le produit lui-même soit performant, il faudra apporter un soin particulier à la mise en œuvre de cette solution pour éviter toute discontinuité. La jonction à ce point entre bois et béton étant particulièrement sensible, il est préconisé de réaliser 2 barrières d'étanchéité à l'air. On positionnera donc une seconde barrière sous la lisse basse en bois. En complément de la membrane anticapillaire, on posera des produits comme un double joint mousse précomprimé imprégné de résine synthétique, des joints profilés toriques en EPDM ou encore des cordons autocollants en caoutchouc butyl. Pour un raccord charpente bois et bloc maçonné, on utilisera un adhésif avec une grille d'accroche entre pare-vapeur et enduit, des produits en cartouche ou le principe primaire et les bandes adhésives citées précédemment. Certains fabricants ont d'ailleurs développé des produits spécifiques à ce type de jonction. Lors du montage d'une charpente ou d'un plancher intermédiaire, il est recommandé de prépositionner des bandes de membrane pour faciliter la réalisation de la continuité du plan d'étanchéité à l'air. La pose de la membrane peut être réalisée sur chantier ou, pour le préfabriqué, en atelier. Dans ce cas, le transport et la manutention doivent être soigneusement étudiés pour ne pas endommager la membrane. Il reste ensuite à assurer l'étanchéité au niveau des liaisons entre murs lors de la mise en place sur le chantier. Ces détails devant être prévus en amont par le bureau d'études. 1 heure de main-d'œuvre en atelier bien étudié, il va falloir 1h20 à 1h30 sur le chantier pour faire la même exécution. Depuis peu, et à l'instar des ossatures bois, les structures métalliques disposent de produits et de méthodes d'application, par exemple la soudure à air chaud garantissant un bon niveau d'étanchéité à l'air. Les ouvertures dans l'enveloppe des bâtiments entraînent diverses difficultés d'étanchéité. La qualité intrinsèque des portes et fenêtres est parfois déficiente, avec des fuites d'air constatées aux parts closes, aux ferrures, aux joints de vitrage, selon le classement de la menuiserie. Mais au-delà de ces caractéristiques propres des portes et fenêtres, une part importante des passages d'air est liée à la pose. La pose des menuiseries extérieures oblige à revoir les techniques traditionnelles destinées à assurer l'étanchéité à l'air. Leur performance est insuffisante pour garantir une bonne étanchéité à l'air. Ils doivent être remplacés ou renforcés par des systèmes performants. Quelles sont les techniques de pose les plus appropriées ? De nombreux produits sont apparus dans le commerce pour assurer l'étanchéité entre dormant et bâti pour des usages spécifiques bien précisés par les fabricants. Les menuiseries bois, bois alu, PVC ou alu se posent avec des produits identiques pour réaliser l'étanchéité à l'air. Les moyens d'étanchéifier vont cependant différer selon les techniques de pose, en applique intérieure ou extérieure, en tunnel ou en feuillure. Dans ce type de pose, l'étanchéité à l'air sera assurée par la pose d'une membrane flexible non tissée munie d'une bande adhésive simple ou double face ou d'une bande adhésive autocollante prépliée entre le dormant de la menuiserie et le plan d'étanchéité à l'air de la paroi. Ces produits, selon les fabricants, se déclinent en différentes largeurs et types de finition adhésive pour répondre au plus grand nombre de configurations possibles. Un marouflage est souvent nécessaire et un détail particulier, une oreille est à réaliser dans les angles en suivant les recommandations des fabricants. Pour la pose en tunnel, on peut utiliser les mêmes systèmes que précédemment ou avoir recours à des joints mousse précomprimés imprégnés de résine synthétique stable. Ces produits 3 en 1, en général de la largeur du dormant, réaliseront à la fois l'étanchéité à l'eau, l'isolation et l'étanchéité à l'air entre châssis et parois. La pose du produit s'effectue en prêtant attention à 3 points clés. Respect de la plage de décompression afin que le produit garde toutes ses propriétés, bonne planéité et régularité du support, pose en angle afin d'assurer une parfaite continuité. Donc là, je laisse 1 cm, comme j'ai 1 cm de jeu. Donc après, quand on va poser le châssis, on aura une petite pression là. Donc c'est ce qui rendra étanche après. Et après, le trou, ça gonflera pour arriver contre la maçonnerie, quoi.
Donc il faut vraiment un support vraiment très très lisse. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité de coulage qu'on pourrait voir quand le tassement des cailloux se fait. On a souvent des aspérités qui vont d'intérieur vers l'extérieur et le joint n'est pas fait pour aller jusqu'au fond de cette aspérité. Donc du coup il y a des fuites d'air dues à la maçonnerie, quoi. Dans le cas d'une pose sur dormant existant, la continuité doit être trouvée entre le nouveau dormant et le plan d'étanchéité à l'air de la paroi, en passant par-dessus le dormant existant. Lorsque la menuiserie existante est déposée, tous les types de poses précédemment cités sont alors envisageables. Une reprise et préparation du support se révèlent souvent nécessaires. Une fois constituée, l'enveloppe subit des percements, réseau de fluides, eau, air ou électricité. Il ne faut pas oublier qu'il y a des corps d'état du second œuvre qui interviennent, dont par exemple l'électricien qui va devoir lui mettre en œuvre un bouton de sonnette, une applique sur une terrasse, etc. Donc qui va traverser ce mur étanche à l'air et forcément il va falloir traiter ce point singulier. L'air passe par exemple par des réservations trop importantes et non calfeutrées ou par une étanchéité mal assurée à la jonction des gaines. Le nombre de percements de l'enveloppe doit donc être limité. Pour cela, on a recours à un vide technique. On évite ainsi de venir positionner directement la plaque de plâtre de finition sur une membrane. On est venu entre l'ossature bois et puis, on va dire, la contre-cloison derrière, créer des espaces relativement importants pour la pérennité, à la fois dans le temps, les percements de murs qui viendraient percer le pare-vapeur, et puis surtout passer un maximum d'éléments techniques, que ce soit des fourreaux, des gaines, sans venir perturber ni abîmer ce pare-vapeur. On a, par rapport à la peau sensiblement intérieure, qui va être réalisée là, en l'occurrence en pharmacelle, ou en placo, c'est égal, à peu près une douzaine ou une quinzaine de centimètres. Le tableau électrique est à situer dans le volume chauffé, sauf cas particulier des locaux TGBT ventilés. Il faudra alors calfeutrer les arrivées au tableau entre fourreau et câble. Si cela n'est pas effectué, il sera alors nécessaire d'étanchéifier chaque fourreau à l'aide d'un bouchon spécifique. Pour des cas ponctuels, l'usage de boîtiers spécifiques étanches à l'air est alors nécessaire. L'étanchéité est également à retrouver autour du fourreau traversant. Des bandes adhésives souples ou des manchons spécifiques peuvent alors être employés. Si quelques précautions sont prises en conception et à la mise en œuvre du projet, l'impact aujourd'hui important des systèmes électriques dans la perméabilité à l'air d'un bâtiment peut être considérablement et facilement réduit. Si l'espacement suffisant a été prévu, l'étanchéité autour des conduits est obtenue à l'aide de mortiers suffisamment liquides pour remplir les interstices. Dans le cadre des logements collectifs, où chaque appartement doit être étanche, il est recommandé d'assurer l'étanchéité à l'air au passage de tous les planchers intermédiaires. Pour les traversées inévitables, électricité, eau ou ventilation, des bandes adhésives souples et tirables ou des manchons en caoutchouc EPDM peuvent être employés. Dans le cas particulier des conduits d'évacuation des fumées, poêle à bois ou insert, la réglementation incendie impose l'emploi de composants ininflammables à proximité. Une plaque métallique comportant un joint lèvre étanche peut être mise en œuvre en traversée de toiture. Il y a un respect de l'artisan qui reprend le travail du précédent afin de ne pas détériorer cette étanchéité. Et donc cette performance est réalisée grâce au partenariat avec notre artisan, surtout l'artisan plaquiste, mais également bien sûr le sanitaire et l'électricien. Par exemple, un chantier comme ici, il faut essayer de s'arranger avec l'électricien pour qu'il ait passé avant nous quand même toutes ces gaines, que le maçon ait bouché le maximum de trous pour qu'on soit moins embêté, donc on essaie de s'arranger un peu avec tout le monde pour que ça se passe bien, quoi.
Le plan d'étanchéité à l'air doit être pérenne sur toute la durée de vie du bâtiment. Il se doit donc d'être protégé des travaux de finition et des dégradations diverses dues à l'occupation. Rappelons ainsi qu'il n'est pas recommandé d'inclure les matériaux de finition, dont les plaques de plâtre, dans le plan d'étanchéité à l'air. Au contraire, le matériau de finition associé à quelques principes vus précédemment comme un vide technique va contribuer à protéger le plan d'étanchéité à l'air. Il y aura moins de risques de dégradation lors de l'intervention du second œuvre ou encore lors de futurs travaux par l'occupant. Quant aux cloisons intérieures, elles ne font pas partie du système d'étanchéité puisque situées entre deux volumes chauffés, sauf cas particulier des cloisons de séparation entre logements collectifs. Le temps de travail est, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en plus, il y a un petit temps en plus, mais il n'est pas énorme, disproportionné vis-à-vis du résultat qu'on obtient.